Alors, jeudi le 14 mai, bienvenue à ce webinaire de l'ACPER qui a pour but, c'est notre cinquième, et qui a pour but de réfléchir pendant ce temps de COVID sur deux des problèmes de notre société, même de la planète, c'est-à-dire le problème de la crise économique et également comment est-ce qu'on fait une relance, mais également en même temps celui du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre, et donc comment est-ce qu'on fait une relance qui est verte et qui peut amener des emplois. Cette semaine, on a avec nous trois personnes bien importantes qui se touchent de près ou de façon directe ou indirecte au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Donc, on a Alexis Cadieux, qui est directeur régional des pêches pour le MAPAC en Gaspésie-les-Îles. Bonjour, Alexis. Bonjour tout le monde. On a une figure emblématique du secteur de l'aquaculture du Québec, un ancien président de l'Association des aquaculteurs et un entrepreneur tout à fait dans l'âme, Monsieur Roy, Normand Roy, bonjour. Oui, bonjour, mais j'en pas trop, là. Non, mais c'est correct, mais il faut à tout seigneur, tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Et on a Jean Roberge, qui est un homme extraordinaire, plein de dynamisme. Jean Roberge est le vice-président de Greenfield Global. Et vous allez voir qu'il y a une trame de fond derrière tout le monde ensemble, qui est celui d'avoir des pêches durables, des pêches vertes, mais également tout ça en faisant une réduction de GES. Donc, je vous rappelle que vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Sûrement un membre de votre famille, M. Roy, Joanne Roy, qui est là, qui vous dit bonjour. Et donc, sans plus tarder, on va commencer à savoir les pêches au Québec. Ça représente quoi, l'aquaculture? Et donc, on va y aller avec la présentation de Alexis. Et donc, pour les prochains 15-20 minutes, Alexis, on va dialoguer avec toi. Donc, sans plus tarder, on te laisse la parole et on te met la présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous tracer un bref portrait du secteur, de mettre la table à nos deux autres conférenciers là, qui me suivent. C'est certain que je vais donner une touche régionale à tout ça, étant donné que je suis directeur là, de la direction régionale pour la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent, que le secteur des pêches et de l'aquaculture revêt une importance très significative dans nos régions. Donc, sans plus tarder, je vais y aller je vais aussi vous donner là, des bons coups qui sont faits par nos entreprises, par nos associations là, ici en Gaspésie. Puis vous aurez l'occasion aussi là, de voir des bons coups là, de la part notamment de M. Roy là, par la suite. Donc, Alexis, on a M. Robert Lord qui nous dit qu'il faudrait peut-être que tu parles soit un peu plus fort, soit rapprocher le micro. Mais c'est important parce que tu as plein de belles choses à dire, puis c'est important que les gens comprennent. Je ne sais pas si c'est mieux, mais oui, OK. Je vais parler avec ma main proche de ma bouche, comme ça, je vais avoir le micro pas trop loin. Bon, d'abord, oui, d'abord, je veux signifier un peu l'importance, là, puis vous tracer un peu la gouvernance dans le milieu des pêches, hein. C'est un secteur qu'on ne connaît pas, que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas nécessairement. C'est important de dire qu'il y a une compétence fédérale, une compétence provinciale. Au niveau de la compétence fédérale, là, le fédéral va s'occuper principalement de la gestion des pêches maritimes, qui précise bien sûr sur la loi sur les pêches, qui est la principale pièce législative là, qui va encadrer les pêches canadiennes, tant commerciales que récréatives. Donc, si vous allez faire, par exemple, de la récolte de mollusques pour votre propre consommation, ben, c'est encadré par l'entremise de cette loi-là. Donc, les zones sont définies et autres. Elle va aussi fournir des outils nécessaires là, à la conservation, la protection des ressources, puis à la surveillance des activités de pêche. C'est aussi là, des éléments qui sont couverts par cette loi-là. Pour les espèces commerciales, Pêche et Océan Canada là, va préparer en consultation avec les pêcheurs, avec des plans de pêche. Ces plans de pêche-là vont prévoir une série de conditions qui peut aller, par exemple, à la répartition du quota de la ressource, là, quelle quantité peut être pêchée, par exemple, de homards, de crabes. Elle va aussi s'attarder aux zones de pêche, aux saisons de pêche,
puis au type d'engin qui peut être utilisé pour pêcher. Donc, c'est ce qui est contenu dans les plans de gestion intégrés des pêches. Pour ce qui est de la gestion de la salubrité des produits marins, elle repose en fait sur la loi sur l'inspection du poisson qui relève de la CIA, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cette loi-là va définir des normes d'exploitation et de salubrité pour les établissements sous permis fédéraux. Donc, les permis fédéraux, c'est pour les entreprises qui vont faire du commerce interprovincial ou du commerce là, sur les marchés de l'exportation. Pour les entreprises qui ont un marché essentiellement québécois, ce n'est pas nécessaire d'avoir un permis fédéral. C'est l'inspection qui va relever du provincial à ce moment-là. Pour ce qui est de la compétence provinciale, on va s'occuper notamment là, de la gestion de la pêche commerciale en eau douce, autant des espèces là, catadromes et anadromes. Catadromes, donc, c'est-à-dire qu'elles vont vivre en eau douce et se reproduire en eau salée, et anadromes, qu'elles vont vivre en eau salée et se reproduire en eau douce. Par exemple, l'éperlan arc-en-ciel, là, qui est une espèce anadrome. On va aussi s'occuper de la transformation des produits marins en s'appuyant sur divers lois et règlements. Je vous en ai placé deux ici. Donc, la loi sur les produits alimentaires qui va encadrer notamment la délivrance des permis de transformation. Puis la loi sur la transformation des produits marins là, qui va stipuler les exigences minimales de transformation pour chacune des espèces débarquées avant qu'elles soient envoyées à l'extérieur du Québec. Ça va nous permettre là, de s'assurer que les espèces sont transformées au Québec, puis que la valeur ajoutée reste là, le plus possible dans nos régions au Québec. Donc, sans ce règlement-là, les impacts économiques de la transformation là, seraient exportés vers l'étranger. Il y a aussi la conception, l'application de programmes et de politiques là, qui est destinée au développement du secteur. Donc, on a des programmes là, qui vont permettre d'appuyer des projets qui sont portés par des entreprises, là, que ce soit autant des projets de nature environnementale que des projets qui peuvent toucher l'automatisation ou la robotisation de nos entreprises. Moi, la direction régionale de la Gaspésie, c'est une équipe d'environ une dizaine, une quinzaine de personnes c'est une direction parmi 6 directions là, qui travaillent au ministère sur le secteur des pêches et de l'aquaculture. On a 3 directions régionales, donc la mienne, bien sûr, celle aux Îles-de-la-Madeleine, celle sur la Côte-Nord. On a aussi 3 directions un peu plus centrales, je vais le dire comme ça. La direction de l'innovation qui va s'occuper, bien sûr, d'accompagner, de conseiller tout ce qui est projet de recherche ou centre de recherche là, qui œuvre dans le secteur. On a aussi une direction qui s'appelle la direction des analyses des politiques des pêches et de l'aquaculture, qui est située à Québec, qui va s'occuper des relations fédérales provinciales. Puis en terminant, la direction des eaux intérieures là, qui s'occupe bien sûr beaucoup d'aquaculture et de pisciculture, là, parce que c'est certain que c'est pas mal là, dans ces régions-là, là, dans le coin de Montréal, Trois-Rivières, Estrie, là, que ça se passe. Qu'est-ce qu'on offre comme service à la direction régionale? On va conseiller les entreprises là, sur leurs projets d'affaires en offrant notamment de l'aide technique là, en transformation alimentaire, en architecture navale. Comme je le mentionnais tantôt, on apporte bien sûr un soutien financier aux projets là, de développement ou de recherche. Donc, ça va nous permettre là, de pousser le secteur vers l'avant, de soutenir l'innovation. On est aussi. Alex, si tu me permets, finalement, la crevette de Matane qui est pêchée sur la Côte-Nord, elle relève de qui, là? Parce que est-ce que ça fait une chicane constitutionnelle, là, mais ça relève de qui, la crevette de Matane, là? En fait, elle est pêchée dans une zone qui s'appelle la zone Sept-Îles, là, en majorité, là, on va dire ça comme ça. Puis, donc, que ce soit un bateau qui part de Sept-Îles ou un bateau qui part de Matane, les deux vont pêcher sensiblement la même crevette. Mais on la reconnaît bien avec
C'est la crevette du Golfe, là, c'est la petite crevette qu'on appelle la crevette de Matane, mais c'est vraiment la crevette du Golfe. Donc, il y en a pour tout le monde, il ne devrait pas avoir de chicane. Super. Donc, tu nous montres des beaux projets. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Je veux peut-être parler un peu de l'importance sectorielle là, du secteur des pêches. Ça représente là, 3 700 emplois saisonniers. Les activités se séparent en 3 catégories principales, là, la pêche commerciale, l'aquaculture, la transformation. Quand on parle de pêche commerciale, de pêche maritime commerciale, bon, on parle bien sûr du crabe, du homard, donc des produits qu'on est familier. Ce qui est de la pêche commerciale en eau douce, bon, tantôt, elle se situe beaucoup dans le corridor fluvial, dans le lac Saint-Pierre, par exemple, aussi. Donc, il y a de la pêche commerciale en eau douce qui se fait là. Au niveau de l'aquaculture, bien sûr, il y a toute la question de l'élevage des salmonidés, l'élevage des mollusques, là, donc l'huître, la moule. On a aussi l'élevage d'algues qu'on appelle communément l'algoculture, puis la culture d'oursins aussi qui se fait. Puis, bien sûr, la transformation alimentaire là, au Québec, c'est environ 70 établissements de transformation de produits marins. C'est quand même des entreprises qui ont une certaine envergure, qui vont transformer là, des espèces qui sont débarquées sur place ou encore des espèces transformées, importées. Excusez. Bon, je ne peux pas passer sous silence l'importance pour la Gaspésie et pour le Bas-Saint-Laurent. Ici, je vous ai placé là, quelques statistiques. Là, pour la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, au niveau de la capture, ça représente environ 53 de la valeur des débarquements au Québec. Donc, on est une des régions là, en importance là, au niveau de la capture. L'autre secteur d'activité qui a une grande importance, c'est le secteur de la transformation, là, pour lequel on a une valeur d'expédition d'environ 308 millions de dollars pour une représentation d'un peu plus de 60 là, de ce qui se fait au Québec. Pour des petites communautés comme il y a au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, d'avoir 40 usines de transformation sur son territoire, d'employer plus de 2000 personnes, vous pouvez comprendre que ça a une importance là, capitale là, pour les régions maritimes, pour la nôtre du moins. Avec quel type de produits on travaille? Bien sûr, on travaille avec des produits qui sont extrêmement sensibles au changement climatique et à l'environnement. Des différences d'1 degré peuvent avoir des impacts là, sur les stocks de certaines ressources. Donc, c'est aussi des ressources limitées, comme je le mentionnais tantôt avec les plans de pêche, là, les quotas maximaux qui sont accordés. On travaille beaucoup avec des produits de luxe. Des produits de luxe, je vais mettre un petit astérix à côté parce que M. Roy, tantôt, va nous parler d'un produit là, bien de chez lui, mais qui n'est pas nécessairement un produit de luxe qu'on veut encourager là, à la consommation à l'année. Par contre, quand on parle de produits marins, on parle du homard, du crabe, de la crevette. Ce n'est pas des produits qui sont nécessairement de consommation courante ou accessible pour tous. Puis, il y a une question de saisonnalité aussi à travers tout ça. Je pense notamment, quand on pense à Pâques, on pense au crabe, quand on pense à la fête des mers, on pense au homard. Donc, vous voyez un peu comme dans le monde agricole, il y a une certaine saisonnalité là, qui s'installe. Donc, en septembre, c'est le ton rouge de la Gaspésie qu'on commence à voir apparaître et qui est tellement bon. C'est ça? Exactement. Puis, oui, puis que certains restaurateurs mettent très bien en valeur aussi. Là, de plus en plus, on voit apparaître ce type de pêche-là. Par contre, c'est important de mentionner que c'est un secteur qui est aussi très réglementé. Donc, c'est l'environnement dans lequel nos entreprises évoluent aussi. On travaille avec du vivant, on travaille aussi avec des objectifs de durabilité de la ressource, de l'impact sur l'environnement. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Puis, c'est aussi des produits qui sont dans une grande proportion destinés à l'exportation. Donc, c'est les principales caractéristiques là, que je présente aujourd'hui, mais il y en a encore bien plus, il y en a encore davantage. Je vais aller assez vite au niveau des enjeux.
Je vais en parler un petit peu tantôt dans les bons coups. Je vais attirer votre attention, là, bien sûr, sur la baleine noire. C'est certain que, bon, elle fait partie de l'environnement. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc, on a actuellement des projets là, que nos entreprises déposent pour essayer de diminuer l'impact là, sur cette baleine-là. Sinon, pour les autres, je vais passer vite parce que je veux aborder les questions là, des bons coups, puis ils vont revenir avec les bons coups. Donc, les bons coups de la clientèle, je vous en présente un ici là, qui a démarré l'année dernière. Peut-être certains d'entre vous connaissez Gaspésie Gourmande. Gaspésie Gourmande a développé un identifiant spécifique pour la mer qui va mettre en valeur là, 8 poissonneries en Gaspésie. Ces poissonneries-là là, vont accueillir des gens à la poissonnerie. Donc, ça permet une meilleure identification, une meilleure valorisation des produits en région. Il y a encore beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire là, auprès des consommateurs, notamment sur le fait que, bon, certains sont habitués de manger de la morue. Bien, de la morue, c'est des pêches accidentelles au Québec. On n'en pêche plus. Fait que on a à se tourner vers d'autres espèces qui sont pêchées ici, que ce soit le flétan, le turbo. Donc, il y a toute une question d'éducation qui rentre en ligne de compte aussi là, à travers des beaux projets comme ça. Sinon, je vous présente un projet aussi du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, qui probablement certains d'entre vous reconnaissent le petit médaillon là, à la patte du homard. Le RPPSG là, met en valeur les pêcheurs qui vont capturer les homards. Si vous rentrez votre code qu'il y a sur le médaillon, vous allez pouvoir voir dans quelle zone il a été pêché, par qui il a été pêché. C'est un bel exemple là, de promotion, d'achat local. Puis qui permet vraiment facilement pour le consommateur de repérer les produits. Ce qui est intéressant aussi avec le RPPSG, c'est qu'il y a une multitude de projets qui est en cours actuellement, mais un que je trouve particulièrement intéressant, c'est que chaque année depuis 2010, les pêcheurs vont relâcher entre 5 et 8 des captures qu'ils font. Ils vont relâcher des bébés homards là, sur le fond marin pour s'assurer d'un renouvellement de la ressource. Donc, c'est un exemple aussi là, de pêcheurs qui ont compris que oui, ils récoltent les fruits d'une bonne récolte de homard, mais c'est important aussi de redonner pour que cette ressource-là puisse perdurer dans le temps. Puis déjà, là, on voit, puis vous l'avez probablement vu dans les médias aussi, quand même c'est une ressource qui est généralement en santé là, actuellement, donc comparativement à d'autres types de ressources là, de produits marins. Au niveau de diversification aquacole, je vais le dire comme ça, on a une entreprise, Salaweg, qui fait de l'élevage d'algues dans le coin de Passepébiac, qui va transformer ses produits pour en faire des mélanges à tartare, de la relish, des épices. Puis aussi, là, on a une entreprise, la ferme agricole du Grand Large, qui était une ferme qui faisait l'élevage de moules. Puis maintenant qui s'est tourné vers la production d'huîtres, d'huîtres cocktail que peut-être certains d'entre vous connaissent là, comme étant l'huître William B, qui est très bonne. Je vous invite à l'essayer. Mais c'est un exemple de diversification qui, actuellement, là, pour l'entreprise, c'est vraiment la production qui a pris le dessus. Donc, c'est le genre de projet qu'on veut encourager aussi dans le futur. Avant de terminer, je vais vous présenter là, le CIDCO, un projet d'identification de détection, de récupération d'engins de pêche fantômes. Il arrive parfois durant la pêche que certains pêcheurs perdent des casiers. Ces casiers-là se ramassent sur le fond marin. Bien, c'est des projets qui sont, grâce à un partenariat entre le CIDCO et Mérinov, il y a vraiment la possibilité d'identifier ces casiers-là, de les récupérer, d'avoir un impact moins grand aussi là, sur l'environnement, d'éviter des accidents maritimes, etc., etc. Un dernier projet que je vous présente qui est, vous le savez, la gestion des matières résiduelles, comme beaucoup de secteurs dans l'alimentaire, c'est une préoccupation qui est constante.
il y a certaines entreprises, là, je pense à Crevettes du Nord-Atlantique, là, qui va transformer les carapaces de crevettes là, en farine qui est grade alimentaire, donc une farine qui est utilisée comme assaisonnement, qui est vendue en Europe pour essayer de diminuer le plus possible là, la quantité de déchets qui est fait là, dans les usines. Puis ça, je vous dirais que si vous avez le goût de faire de la recherche, c'est une avenue intéressante parce que les entreprises sont de plus en plus sensibles. Puis pour eux aussi, il y a un impact économique à tout ça. Puis je pense que c'est de joindre les intérêts de tous, là, de travailler des projets dans ce sens-là. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. En 10 minutes, c'est pas évident parce qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps à parler du secteur des pêches, qui est un secteur complexe, mais très intéressant. Donc, c'était en 15, ben c'est correct, c'était super intéressant. Puis oui, à titre de gars qui fait de la voile, ramasser les engins, c'est important. Puis peut-être Marinov aussi, tu me corriges, mais de mémoire, font plusieurs projets de recherche pour développer des bateaux en aluminium, puis utiliser les panneaux solaires et même travailler avec des biocarburants et des bateaux hybrides ou électriques. C'est des choses qui s'en viennent dans le secteur des pêches. Exactement. C'est Mérinov qui est le centre de recherche principal là, dans le secteur. Travaille beaucoup de projets là, de cette nature-là. Puis je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment une volonté aussi de l'industrie d'aller d'améliorer la durabilité du secteur puis d'être le plus vert possible. Donc là, vous avez déjà une traçabilité, donc partir de la traçabilité, ajouter à ça la carboneutralité, donc vous devenez le meilleur produit de la planète. Ben, c'est sûr que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je vais laisser la parole au suivant pour montrer qu'est-ce que l'industrie est capable de faire concrètement. Ben, allons-y au suivant. Monsieur Roy, vous êtes un pionnier dans le secteur, la ferme Les Bobines. Parlez-nous de vous, parlez-nous des produits que vous faites, parlez-nous de comment vous avez transformé, puis comment vous utilisez les énergies renouvelables pour améliorer votre produit. Bon, tout d'abord, je voudrais juste dire que je fais le plus beau métier du monde, le plus captivant. Il est exigeant, mais la preuve, c'est que ça fait 45 ans que j'exerce ce métier-là. Puis, je pense pas de prendre ma retraite prochainement encore. Peut-être fatigant pour la relève, là, mais je suis encore là. J'aimerais, en débutant, citer une parole d'un grand spécialiste américain qui est Peter Drucker. C'est un expert américain en gestion de renommée. Lui, il dit « L'aquaculture et non Internet représente la possibilité d'investissement la plus prometteuse du 21e siècle. » Fait que ça, il a dit ça il y a 20 ans. Fait que ce monsieur-là, il était visionnaire. Fait que moi, je vais parler un petit peu de moi, de mon entreprise. Après ça aussi, j'aimerais ça parler aussi de mon secteur. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour le secteur, pour que le secteur se développe plus facilement, puis qu'on soit reconnu par les intervenants, puis par le consommateur surtout. Moi, j'ai commencé en 1975 à Saint-Édouard. Pourquoi j'ai commencé? Pas à Saint-Édouard, à Saint-Malo, ma paroisse natale. Auparavant, moi, j'étais technicien laitier. J'ai travaillé dans une usine laitière. Je travaillais dans le lait. Là, je suis rendu dans l'eau. Fait que c'est un produit liquide, ça ne marche pas pareil. Puis, en 1974, j'ai eu la chance de travailler à l'UPA de Sherbrooke pour le syndicat du lait. J'ai représenté pendant 4 ans les producteurs laitiers. Puis l'UPA, pour moi, ça a été un bon défendeur et est encore un bon défendeur pour les intérêts généraux de toutes les productions. D'autant plus que nous, on est un petit secteur. C'est d'autant plus important d'avoir quelqu'un qui nous aide à défendre les intérêts. En 1980, j'ai décidé de changer d'endroit parce que je n'avais pas de possibilité pour produire plus de poissons. J'ai construit une pisciculture à Saint-Edwidge qui était alimentée avec l'eau du ruisseau des Bobines. D'où vient le nom des Bobines? Il y avait une ancienne usine de bobines à Saint-Edwidge. J'ai opéré cette ferme-là, allé jusqu'en 91,
présentement, c'est ma fille Joanne, la deuxième de la famille, qui a acquis la ferme en 1995. En 1989, pour agrandir notre possibilité de marcher, on a décidé de faire de la recherche en eau souterraine. On a trouvé un site près de Saint-Édouard, qui est dans la région de Quatico. On a trouvé un site à Issarofa avec une capacité de volume de pompage de 3000 gallons par minute, au-delà de 700 mètres cubes à l'heure. Si pour vous donner une idée, c'est à peu près 3 fois l'utilisation de l'eau pour la ville de Quatico. Fait que ici, on a une eau de qualité avec un pH neutre, fait qu'on peut faire passablement de production. Au début, on avait un permis d'exploitation pour 60 tonnes. Puis comme vous savez que dans les années 80, 90, au niveau environnemental, c'était pas compliqué. On présentait un plan sur une feuille de 8,5 par 11, puis on avait notre permis pour augmenter notre production. En 1994, j'ai voyagé en France parce que je voulais aller chercher des nouvelles technologies et tout ça. Puis, on produisait à ce moment-là 100 tonnes. Puis, notre mise à marché était quand même bien structurée avec des filets de truite, la truite fumée, tout ça. Puis, la demande était quand même assez forte. Mais on voulait trouver une façon pour augmenter la production avec les mêmes infrastructures. Fait que les Français, eux, ils produisent environ 40 000 tonnes de truite arc-en-ciel. Fait qu'ils ont des techniques que nous, on n'avait pas ici au Québec. Fait que les messieurs, ils m'avaient dit, vous avez juste à installer l'oxygène pur, puis vous allez être capable de doubler votre production. Fait que là, moi, j'étais un peu hésitant. Je dis ça à ma femme, j'ai dit, penses-tu que c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils disent? Fait que ma femme a dit, j'espère que tu les écouteras pas. Mais malheureusement, je les ai écoutés. Puis 2 ans après, on était rendu à 200 tonnes de production. Puis là, à ce moment-là, ça allait bien. Moi, j'étais toujours au niveau des associations, une petite coopérative. J'ai toujours été impliqué dans ces organismes-là parce que j'y croyais. La collectivité, pour moi, c'est important pour défendre les intérêts de tout le monde. Fait que en 99, là, ça commençait à moins bien aller au niveau Québec, avec les problèmes, en tout cas, ça a fait le tour du Québec, là, avec les problèmes du lac Aîné, là, il y avait le lac qui était en surplus de phosphore, le lac Forgeron. Là, le ministère de l'Environnement, eux autres, ils avaient émis des permis pour ces entreprises-là, fait qu'ils étaient un peu coupables eux aussi parce que les lacs étaient déjà en surplus de phosphore avant que les piscicultures s'implantent. Fait que là, il était question d'émettre de nouveaux permis. Fait qu'en 2001, je suis devenu président de mon association, du syndicat des pisciculteurs. Puis on a amorcé une ronde de négociations avec le ministère de l'Agriculture, l'Environnement, pour en aboutir à une entente qu'on s'engageait, l'industrie s'engageait de réduire de 40 nos rejets de phosphore. Fait que c'était quand même important. Il a fallu faire des changements importants au niveau des fermes. Puis c'était sur une base volontaire. Fait que si on peut imaginer un peu, avant, on pouvait peut-être rejeter 7 kilos de phosphore par tonne de production. Là, on a diminué à 4,2 kilos de phosphore par tonne de production, qui représente à peu près 4800 kilos établis sur tout le territoire québécois. Ça, c'est pour l'aquaculture. Si je veux donner un exemple qui peut peut-être comparer, là, les auditeurs pourront vérifier par eux autres mêmes, les terrains de golf, eux autres, c'est pour les loisirs, c'est saisonnier, ils rejettent entre 8 et 10 000 kilos annuellement à cause des engrais chimiques. Fait que là, on a signé notre entente, ça va bien, on a fait nos travaux, mais avant d'avoir ces problèmes-là, on produisait 2200 tonnes de truite au Québec. On a baissé de 50 %, puis présentement, on était à peu près 40 % pour le besoin alimentaire au niveau de la truite de consommation. La truite d'ensemencement, on était à peu près égal pour l'offre et la demande. Maintenant,
avec toutes ces contraintes-là, on est à peine 400 tonnes de production qui va sur le marché de consommation, ce qui représente à peu près 8, maximum 8 du besoin québécois. Donc, ce que vous nous dites, M. Roy, c'est que, grosso modo, 90% de la truite qui est consommée au Québec est importée. Ça vient surtout, un gros fournisseur de la truite au Québec, c'est la province voisine qui est l'Ontario. L'Ontario, contrairement à nous, eux, ils ont le droit de produire dans des cages flottantes. Au Québec, c'est pas permis. Après ça, ça vient du Pérou, de la Finlande. Fait qu'imaginez-vous surtout le produit qui vient de l'extérieur du Canada, lui, au niveau environnemental, c'est vraiment là, néfaste là, pour l'environnement. Fait que là, est-ce que vous m'entendez encore? Il s'est passé quelque chose, là? Ça va très bien, continuez, ça va bien. Donc, en produisant localement, avec l'électricité verte, vous, c'est une truite, en plus d'être succulente, elle est à très basse intensité carbone. Puis vos problèmes de phosphore, vous les avez réglés. Mais là, continuez-nous. Fait qu'au niveau de la pisciculture au Québec, en 2004, on a organisé un voyage pour aller au Danemark parce que là, le Danemark, ils ont 43 000 km². Ici, au Québec, on a 1,5 million de kilomètres, 1,5 million carrés. Eux autres, ils produisent, kilomètres carrés, pardon. Au Danemark, ils produisent au-delà de 30 000 tonnes par année. On a dit comment ça se fait que l'environnement ne sont pas dans vos jambes. Eux autres, ils ont travaillé à améliorer la qualité de leurs aliments, puis ils font un taux de rendement par kilo de chair. Ça leur prend en bas de 1 kilo de bouffe pour produire 1 kilo de poisson. Fait que là, nous autres, on a dit on voudrait importer de vos moulets puis faire des tests ici au Québec pour comparer nos aliments avec les vôtres. Fait qu'on a fait des tests chez différentes piscicultures. Nous, on avait des taux de rendement de 1,3 à 1,4 kg par kilo de poids de poisson, puis eux autres avaient 0,9. Fait qu'on a regardé, on a vérifié, puis effectivement, avec les aliments qu'on a importés, on est arrivé au même résultat qu'eux autres. Fait qu'on a demandé à nos compagnies de faire un aliment qui est meilleur. Aujourd'hui, nos taux de conversion sont environ de 1 à 1,10 par poids par kilo de production. Fait qu'on a amélioré de beaucoup. Ensuite, au niveau de la ferme, nous, on a développé notre marché, ça va bien, mais le problème, c'est d'intéresser les acteurs pour investir dans notre secteur. Je ne sais pas, il y a les autres secteurs agricoles, on dirait que les gens sont plus intéressés à investir que dans l'aquaculture. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un métier qui est plus à risque. Quand même, les coûts sont quand même importants, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on a vraiment une bonne participation de notre ministère. Depuis 1980 que le ministère de l'Agriculture trouve des façons pour investir dans notre secteur, mais on dirait que ça ne veut pas décoller. On a eu dernièrement la politique bioalimentaire, on a travaillé là-dessus pendant 2-3 ans. Moi, j'ai siégé à la table pour établir cette politique bioalimentaire. Puis le ministère de l'Agriculture a reconnu effectivement qu'on devrait mettre l'emphase pour le développement de l'aquaculture. Puis d'ici 2025, on veut doubler la production au niveau de l'aquaculture. C'est vraiment une bonne nouvelle. Là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, là, les investisseurs ils ont peut-être oublié qu'il fallait continuer à manger là, dans les prochaines années. Mais il y aura vraiment un bon à faire là, pour les investissements. Au niveau de la ferme, nous, on voulait augmenter notre production parce que la mise à marché, on refuse continuellement des commandes au niveau de la truite de consommation. Puis, on avait fait une demande au ministère de l'Environnement, mais c'était un refus parce que
ne fallait pas augmenter nos charges de phosphore à l'environnement. Fait qu'on a trouvé une solution avec une compagnie pour installer un système qui va nous permettre de diminuer les rejets de phosphore à l'effluent. On a installé le système. La compagnie garantissait un rendement d'efficacité de 90 %, mais malheureusement, on a eu 93 % de rendement. Fait que c'était au-delà de nos espérances. Fait que le ministère de l'Environnement nous permet, dans un premier temps, d'augmenter notre production de 100 tonnes pour la porter à 310. Et ensuite, on fait encore une période de rodage pour se conformer au rejet, puis une autre phase de 150 tonnes. Fait que la ferme Piscicole des Bobines, éventuellement, produira 460 tonnes. Puis si vous vous rappelez, tantôt, on a dit qu'on rejetait 4,2 kilos par tonne de production. C'est 4,2. Quand on aura atteint notre 460 tonnes, on va rejeter en bas de 1 kilo par tonne de production. Ça, c'est vraiment dans un cadre de développement durable. Fait que on n'a pas raison aujourd'hui de dire que l'aquaculture, c'est un élément là, limitant pour les rejets et tout ça. On a la solution. Puis l'autre solution, peut-être que M. Robert, tantôt, pourra en parler, l'autre solution, c'est vraiment de travailler à améliorer, de réduire le taux de phosphore dans les aliments, parce que au niveau de Santé Canada, à l'heure actuelle, il oblige les fabricants de mettre 1 % de phosphore dans les aliments pour le bien-être animal. Puis le poisson, vous savez que le poisson, il en prend pour son besoin, il en assimile 0,4 %. Fait que le reste, votre batterie est faible, oh mon Dieu. Non, mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, je sais pas, vous avez presque fini, là. Elle va toffer, elle va toffer. Mais donc, ce que je comprends, M. Roy, c'est que vous aviez un problème, vous, avec la technologie de la recherche, vous l'avez réglé. L'utilisation de l'électricité, qui est une énergie renouvelable, ça vous a permis d'injecter de l'oxygène. Ça vous a permis également de faire fonctionner vos systèmes de traitement du phosphore. Et donc, là, ce faisant, vous avez grâce à l'utilisation d'énergie renouvelable, puis du savoir, puis de la recherche, vous êtes en mode solution. Maintenant, il faut juste que les Québécois en achètent puis arrêtent d'importer. C'est ça. Puis pour l'ensemble des pisciculteurs, ce qu'on veut, c'est de travailler avec un aliment, de trouver un aliment là, qui serait bas en phosphore. Automatiquement, ça pourrait peut-être diminuer de 50 % les rejets. Ça pourrait permettre aux producteurs existants de faire une petite augmentation de production. Puis après ça, on demande aussi à l'Hydro-Québec, étant donné qu'on est des bons utilisateurs d'électricité parce que notre consommation est uniforme à l'année, d'avoir un taux peut-être spécial là, pour être capable de développer notre secteur. Puis si on veut développer le secteur, on va être obligé de chauffer l'eau éventuellement pour être capable de produire notre poisson plus rapidement, diminuer le temps de croissance, puis ça va prendre plus d'énergie. Nous, on a un projet présentement solaire. On veut travailler avec le solaire puis avec l'électricité. Puis c'est les éléments qu'on a besoin pour développer notre secteur. Okay, puis donc, c'est un peu comme la production en serre d'une certaine façon. On exporte de l'électricité en Ontario, puis on importe des tomates, des concombres. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'on exporte de l'électricité en Ontario, puis ils nous rendent de la truite sur les marchés, quand dans le fond, on pourrait garder de l'électricité ici, puis la produire localement, créer les emplois ici, puis les retombées économiques. Je pense que avec ce qu'on vit présentement, c'est le temps de vraiment de s'asseoir puis de travailler ensemble pour trouver des solutions qui seraient gagnant-gagnant pour le producteur et pour le consommateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aquaculture est partout au Québec, est répartie sur le territoire. L'occupation du territoire, pour moi, c'est important parce que bien souvent, c'est des familles qui travaillent à la ferme. Puis après ça, je pourrais dire aussi que les fameux problèmes qu'on va vivre, là, qu'on vit éventuellement, ça va être les changements climatiques. Il va falloir travailler fort là-dessus parce que ça va affecter surtout les producteurs qui font de l'ensemencement.
parce qu'eux autres, ils produisent la truite ombre de fontaine, puis cette truite-là est plus sensible que la truite arc-en-ciel. Super. Donc, on est en mode solution. On travaille en équipe. On a en équipe avec nous des gens à la maison. Avez-vous des questions pour M. Roy ou pour M. Cadieux avant qu'on passe à l'autre joueur de l'équipe qui est M. Roberge? Donc, en ligne, mettez-vous sur le chat. Sinon, on va continuer. Avez-vous des questions? Une fois? Deux fois? Trois fois? Donc, une question pour M. Roy. Quel est le principe de la technologie de réduction de phosphore utilisée? Vous l'avez dit qu'on avait du monde du secteur de la recherche. C'est ça. Le principe, on a installé un système qu'on appelle un DAF. C'est un appareil c'est par flottaison. L'eau est filtrée, on ramasse les sédiments avec un filtre Atami. L'eau est dirigée dans cet appareil-là. On injecte de l'air avec un sulfate ferrique. Ça met le phosphore qui était devenu soluble, on le remet en solide. Fait que c'est de cette façon-là qu'on peut récupérer le phosphore qu'on avait perdu dans l'environnement. Ce système-là existe dans les grandes villes pour traiter l'eau. Ça existe aussi dans les usines de transformation de pâtes, les usines, les abattoirs, tout ça. Ces équipements-là sont utilisés. Parfait. Donc, Mme Médon, ça répond à votre question. Donc, on va y aller. Donc, vous avez dit qu'il faut travailler en équipe, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de mouler et faites de la production locale. Donc, ce qui signifie que les GES qui restent, c'est le GES des gens qui vont en auto chez vous, qui vont en auto au magasin ou qui vont en camion. Et donc, ce faisant, ça aussi, ça fait partie des enjeux à régler. Et là, on va voir comment est-ce que, en plus de l'électricité verte, comment est-ce que les technologies des biocarburants peuvent vous aider, vous, et peuvent aider également à faire partie de la solution pour réduire les GES du Québec et à nous positionner en tant qu'endroit sur la planète qui est avant-gardiste. Donc, M. Roberge, c'est à vous. Pour terminer, j'avais juste à ajouter qu'ici, au Québec puis au Canada, Bon, là, je pense que la batterie est morte. Là. Bon. Écoutez, Mme Mangin qui nous demandait à quel point la fluctuation des goûts affecte la production en aquaculture et aux pêches. On va poser la question à M. Roy s'il revient. Sinon, vous allez sur notre site aqper.com ou vous venez la semaine prochaine et en début d'émission, on va vous répondre à votre question. Ça va pour vous? Donc, M. Roberge, expliquez-nous comment est-ce que de la production de biocarburants, ça vient aider les poissons? Ben, en fait, pour commencer, merci de m'avoir invité au webinaire. Je trouve ça le fun. Puis j'espère que M. Roy va revenir parce qu'on va discuter tantôt de certaines choses importantes. Et la question est pertinente. Qu'est-ce que quelqu'un qui fait de l'alcool vient faire dans un webinaire sur l'aquaculture? Okay? Et c'est intentionnel que je n'ai pas préparé de documentation technique parce qu'elle aurait été davantage concentrée sur les techniques de production d'énergie. Puis je veux qu'on se concentre davantage au niveau des coproduits. Alors, c'est l'exposé que je vais faire, mais verbalement comme ça, là, à froid. Dans un premier temps, Greenfield, c'est le plus grand distillateur canadien. On fait de l'alcool. On en fait une affaire comme 800 millions de litres par année et on alimente 3 secteurs de marché, je dirais, indépendants l'un de l'autre. Le premier, c'est l'alcool de haute pureté, qui est essentiellement vendu dans le monde, dans 50 pays, surtout dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. Donc, le purée. Un des plus beaux exemples qu'on voit aujourd'hui, c'est le gel pour les mains. Je vais vous dire, chez nous, on vit un drame monumental. C'est que depuis les dernières 6 semaines, la demande pour l'alcool de base, qui fait ce que vous appelez le Purell, a augmenté de 700 %. Alors, le plus gros cauchemar pour quelqu'un qui vend un produit, ben, c'est de dire non à son client parce qu'il n'y a pas assez de production. OK? Le deuxième secteur d'activité dans l'alcool, c'est les spiritueux, la boisson. Alors, tout ce qui est les boissons blanches comme la vodka, les bases de gin, ces choses-là,
c'est un des éléments chez nous qui est fabriqué beaucoup. Et ça rentre aussi dans ce qui s'appelle les mix qu'on retrouve à l'épicerie pour les dépanneurs. Parce que les enfants aiment beaucoup durant l'été. Ça, c'est des très gros vendeurs. Le troisième secteur d'activité, dans le domaine de l'énergie, c'est l'éthanol de grade carburant. Et c'est le volume le plus important qu'on fabrique. Nos distilleries, on en a 3 en Ontario, une à Chatham et une à Tiverton, qui sont concentrées strictement sur la production d'alcool haute pureté ainsi que des spiritueux. Et une usine à Johnstown, qui est près de Cornwall, et une à Varennes, qui est en production depuis 2007, qui est alimente le secteur énergétique. Il est important de comprendre comment est-ce que l'alcool est fabriqué. Et souvent, les gens disent, ce que tu fais, c'est de l'éthanol maïs. À tous les coups, je me choque, à tout point de vue. Puis, Je sais. Jean-François, je vais te témoigner crise là-dessus. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une façon mesquine de décrire le produit et c'est une très mauvaise façon de comprendre ce qui se passe. Quand on parle de fabriquer de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une source de sucre pour alimenter les levures en fermentation. Et dans le maïs grain, le grain de maïs grain contient environ 65% d'amidon. Et le restant qui ne fermente pas est les protéines, les fibres, les oligo-aliments et les vitamines. Lors de la fermentation dans le procédé, la moitié de l'amidon sert à faire de l'alcool et l'autre moitié, d'une façon intrinsèque par fermentation, devient du CO2. La particularité est la suivante, dans une distillerie comme Varennes, je vous invite à venir la visiter en passant, c'est tout le temps le fun. Okay? On va produire en quantité égale de l'alcool, du CO2 et la portion qui ne fermente pas, qui devient ce qu'on appelle une drèche à valeur ajoutée, qui, dans un premier temps de procédé, est de l'ordre de 27 à 28 de protéines végétales propres et facilement digestibles. Aujourd'hui, les marchés pour la drèche de l'usine de Varennes est entièrement destiné à la production animale au Québec. Alors, tous les producteurs de porc, de bœuf, de poulet, de pondeuses sont tous nos clients. L'alcool de grade carburant est dans vos voitures, distribué avec surtout Petro-Canada, Shell et Valero. Et le CO2, lui, est converti en glace sèche. Il y a un peu d'huile également qu'on fabrique, qui elle va dans le biodiesel ou pour l'alimentation. L'usine ne produit aucun rejet. Donc, toute la matière première entrante quitte l'usine sous forme de ces 4 coproduits-là, et chacun des coproduits contribue à la rentabilité de l'usine. On produit de l'alcool, donc ça veut dire par distillation. Distillation veut dire qu'on a besoin de chaleur pour distiller nos produits. Et aujourd'hui, c'est le gaz naturel qui est utilisé comme source énergétique. Dans un premier temps, comme tout le monde, on cherche à verdir nos produits. Donc, depuis 3 ans maintenant, Greenfield est actionnaire dans une usine de biométhanisation qui est ici à Varennes, qui s'appelle la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Greenfield détient le tiers de cette entreprise-là et on a un contrat de 20 ans d'opération de l'usine. La caractéristique, c'est que l'usine dessert 3 MRC, 27 villes, 270 000 habitants de population. Et les matières organiques, qui est le bac brun, qu'on appelle, de ces 27 villes-là, s'en vient à Varennes, dans l'usine de biométhanisation, est traité et produit 2 éléments importants. Un, qui est un biogaz, qui maintenant est vendu à Greenfield, puis je l'utilise dans l'oxydateur thermique pour la production de la vapeur pour la distillation. On déplace présentement entre 15 et 18 de notre consommation de gaz naturel avec ce biogaz-là. Il y a également un autre produit qui s'appelle les digestats, qui lui retourne sur les fermes qui nous alimentent en grains pour réduire leur propre consommation d'engrais chimiques, comme ça. C'est une nouvelle façon d'amener une matière organique au sol. Donc, ces 2 usines-là opèrent, je dirais, en circuit fermé, un avec l'autre. Dans nos cartons, on a 2 projets très importants ici à Varennes d'expansion. Dans un premier temps, agrandir la distillerie de 50 Aujourd'hui, la distillerie produit par année 200 millions de litres d'alcool de grade carburant.
Puis il y a de la demande au Québec pour en faire comme 450 millions à 500 millions de litres. Alors, on a un projet dans nos cartons pour augmenter la distillerie de 50 un autre 100 millions de litres. Caractéristique importante, c'est qu'on va faire un changement technologique qui va nous permettre, à ce moment-là, de varier encore plus nos coproduits. Et un des éléments importants, c'est qu'on est capable de prendre la fraction toujours du maïs grain qui ne fermente pas, donc la combinaison des fibres, de la protéine, des oligo-éléments et des vitamines, de produire à ce moment-là une drèche qui va varier entre 48 et 60 de protéines directement. Le produit de base s'appelle Hypro et il y a 2 usines comme ça aux États-Unis présentement. Et où on rejoint la discussion de ce soir, ben, les produits exclusivement vendus présentement en Asie. Ces gens-là font effectivement des crevettes ou d'autres produits comme ça, puis ils renvoient ça en Amérique. Alors, tantôt, on parlera davantage d'utilisation des produits. Outre la production additionnelle. Si je me permets, on en importe pour 117 millions des crevettes produites en Asie au Québec. Là. Donc, Oui. il y a de quoi faire. Puis la semaine prochaine, je vais parler avec M. Roy, puis je ne vais pas acheter une maudite crevette qui vient d'Asie. C'est le même que ça va se passer. OK? Alors, deuxièmement, tout le temps sur le même complexe, ben, on parle de diversification de notre produit, de notre portefeuille, c'est-à-dire de produits énergétiques. Et on a formé une entreprise qui s'appelle Energia. Le grand nom légal, c'est Energia Zéro Carbone Varenne Incorporé. Et c'est une entreprise qui est détenue 50-50 par Greenfield et une firme franco-allemande qui s'appelle HY2Gen. L'objectif, c'est de produire de l'hydrogène. De l'hydrogène considéré comme vert parce qu'elle est produite à partir de l'électrolyse de l'eau, à partir de l'électricité hydroélectrique du Québec. L'importance et la façon de travailler, c'est d'intégrer la production d'hydrogène à notre plateforme de production actuelle qui vient compléter les technologies de distillation et de biométhanisation. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est que oui, on produit de l'hydrogène qui, en premier lieu, va être destiné à faire la démonstration de l'utilisation de piles à combustible pour le transport lourd. Pas nécessairement les voitures des particuliers, mais les vannes de 53 pieds qu'on voit sur l'autoroute, ça peut servir à ça. Deuxièmement, tantôt, je vous disais qu'on produit du CO2 en même quantité qu'on produit de l'alcool. Et c'est le CO2 qui est issu de l'agriculture. Donc, c'est le cycle court, qui est considéré aussi comme étant biogénique. Et en combinant l'hydrogène avec le CO2, on peut produire du méthanol. C'est un méthanol qui est considéré comme vert et où la demande en Europe présentement, ben, complètement ouverte. Et ça sert surtout du côté du transport maritime. Alors, dans les ferries, par exemple, ou quand les bateaux sont à quai, les transatlantiques, ben, ils remplacent le diesel par le méthanol et réduisent ainsi la production des gaz à effet de serre le long de leur transport maritime. On est capable aussi. Donc, Jean, pour les pêcheurs de la Gaspésie, ils pourraient prendre du méthanol de Varennes puis réduire. Puis les camions qui vont livrer pour M. Roy peuvent aussi le faire. Ben, c'est vrai à 50 le camion, oui. Pour ce que c'est que l'utilisation du méthanol dans le diesel au Québec, ben, ça prendrait une modification à la loi sur les carburants. OK? Donc, ce sera un mandat que l'ACPER aura éventuellement. OK? Si je continue, tout le temps, dans la notion de combiner du gaz naturel, c'est-à-dire du CO2 avec l'hydrogène, on peut faire ce qui s'appelle un gaz naturel renouvelable. On parle de GNR ici, donc du CH4. Il lui sert à vendre à Énergie, donc notre distributeur de gaz naturel au Québec, pour effectivement essayer de les aider à remplir leur mandat ou d'ici 2025, je pense, ou 30, un peu plus, qu'il y ait un contenu de 5 de gaz naturel renouvelable. Alors, lorsqu'on prend l'ensemble de ces produits-là, ben, on est capable d'avoir une plateforme où, tout d'un coup, on se ramasse avec production d'hydrogène, production de CO2, production d'oxygène. Parce que lorsqu'on dit de faire, par exemple, de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau c'est H2O. Donc, je vais produire dans mon usine d'hydrogène 2 fois plus d'oxygène que je vais produire d'hydrogène. OK? J'ai la chaleur excédentaire aussi qui sort du procédé. Et quand je suis capable de capitaliser
sur l'ensemble de ces coproduits-là, ben, c'est ce qui m'amène à une variété de secteurs pour traiter. Quand on discute maintenant du sujet qui nous intéresse ce soir, on a parlé effectivement d'oxygène. Ben, il y a une source là qui est importante. On parle, OK, je t'ai vu. Il me donne des cartons de temps. L'énergie excédentaire également, ça prend de la chaleur. Et la première source importante, c'est le côté alimentaire. Je vous disais tantôt, même si je suis un distillateur, je produis autant de matières organiques de haute protéine digestible par le milieu animal, et certainement avec le high pro, le côté de l'aquaculture, de la pisciculture, que je produis d'alcool. Alors, l'idée, parmi l'ensemble des productions qu'on peut faire, c'est de trouver au Québec des marchés de niche pour ces produits-là. Au moment où je vous parle, l'ensemble des produits dont je vous disais tantôt sont entièrement écoulés sur le marché du Québec. Il me reste encore des minutes, là. Je vais attendre 1 minute et demie, à peu près. Tu as mis la table. On voit M. Roy que je le devine sur le bout de sa chaise. Et, j'ai dit tout de suite que je ne sais pas par cœur le taux de phosphore, mais je vais y trouver. Bon, mais c'est bon. Mais donc, ce que je comprends, le lien derrière tout ça, c'est que toi, tu fais un produit qui nous aide à réduire le GES dans le transport, mais en même temps, qui aide à produire, qui aide les aquaculteurs à obtenir de l'oxygène, qui est de l'oxygène vert parce qu'il est produit à partir de l'hydrolyse, la séparation des atomes qui forment la molécule d'eau. Et donc, ce faisant, il y a encore là un cercle vertueux. Puis en même temps, on voit Alexis qui a des solutions pour ses pêcheurs et de la glace sèche qui est utilisée également dans certains bateaux. Donc, finalement, on a vraiment un cercle d'économie circulaire qui aide à améliorer la création de richesses, la baisse des GES, puis faire un Québec plus vert et plus prospère. Est-ce que vous trois, vous comprenez ça? Ou c'est moi qui... Juste une question. Est-ce que l'oxygène est liquide, vous, là, quand vous parlez d'oxygène, là? Ça dépend de l'utilisation qu'on va y faire. OK? Et les distances sur lesquelles on va transporter. Si on était, par exemple, collé sur le site de Varennes, ben, les chances sont qu'on va rester probablement gazeux. Mais si on doit le distribuer, effectivement, on va le pressuriser. Ah, OK. Parce que nous, on est des utilisateurs d'oxygène liquide. Là. Oui, exactement ça. En oxygène pur, là. Oui. En oxygène gazeuse. Là. Oui, okay. C'est la même chose, à un moment donné, au point de vue de la distribution de l'hydrogène lui-même. On est capable de les faire à travers des espèces de containers spécialisés où il arrive avec sa propre pression, tout le kit. On le dépose effectivement là, au centre de distribution, puis il est déjà prêt à l'intégrer dans la pile de combustible. Alexis, est-ce que ça t'inspire tout ça pour tes pêcheurs puis pour l'avenir de la signature verte de la Gaspésie? Bien, c'est certain. Je pense que dans tout ça, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent à un objectif commun là, qui est d'essayer de diminuer l'impact ou l'impact sur l'environnement, améliorer la durabilité du secteur. Je peux vous dire que les entreprises sont très sensibles à ce niveau-là. Puis nous, comme ministère, c'est certain qu'on est là, que ça répond à la politique bioalimentaire, aux objectifs de la politique, aux objectifs du plan d'action. C'est le genre de projet comme ça qui est porteur pour le Québec. On va revenir à la question. Monsieur Roy, juste 1 minute, il y a Mme Blanchard. Oui, allez-y. J'ai oublié de dire tantôt qu'avec les projections pour 2030, 62 du poisson qu'on va consommer va provenir de l'aquaculture, 38 va provenir de la pêche. Fait qu'avis aux intéressés, c'est le temps d'investir en aquaculture parce que les Américains, M. Trump a donné le OK aux gens d'investir avec des piscicultures de développement durable en milieu terrestre. Mais c'est des 10, 20, 30, 40 000 tonnes. Bon, donc, on regarde ça. Madame Manger a une question pour vous. À quel point les fluctuations dans les goûts des consommateurs affectent la production en aquaculture et dans les pêches?
Donc, si les gens n'aiment plus les crevettes, mais sont rendus sur les pétoncles, ou s'ils n'aiment plus les grosses truites, veulent les petites truites, on a vu ça dans le secteur bovin, des bœufs, on avait des gros heifers, puis là, on est rendu avec des petits, des beaucoup plus petits Black Angus. Donc, ça a changé chez les producteurs la taille de la carcasse. Donc, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous voyez, Alexis ou M. Roy, est-ce que vous voyez une constance dans le goût ou est-ce que les goûts évoluent puis ça vous amène à vous adapter? Ben, si je peux, c'est certain que tu sais, ça passe beaucoup par la sensibilisation, l'éducation, la valorisation de qu'est-ce qu'on fait ici au Québec, qu'est-ce qu'on pêche, qu'est-ce qu'on produit. Je pense qu'on a à sensibiliser les consommateurs sur leurs habitudes d'achat. Par exemple, tantôt, vous avez parlé on parlait de la crevette. Ben, la majorité des gens sont habitués de consommer la crevette tigrée, là, la grosse crevette, alors que on pêche ici la crevette du Golfe, qui est la petite crevette. Donc, c'est certain qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire pour essayer de faire évoluer les habitudes de consommation des gens. C'est probablement la même chose là, avec M. Roy quand les gens se tournent vers le saumon plutôt que la truite. C'est des substitutions qui sont possibles de faire dans les habitudes d'achat. Puis je pense que ça peut permettre là, d'améliorer au final la situation, d'influencer la proportion de produits consommés ici. Je pense que dans ce qu'on peut ajouter, là, c'est que c'est important de fournir un produit de qualité constamment. Puis après ça, là, au niveau de la régularité des livraisons, je pense que c'est ça qui fait le secret d'une entreprise. Ici au Québec, avec Aliments Québec, l'identification de nos produits, je pense que les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour un produit de proximité. Puis je pense qu'on s'en va vers de plus en plus vers un produit là, de proximité. À faible empreinte carbone, à faible empreinte phosphore, produit chez nous, duquel on peut aller visiter, ce qu'on peut pas faire partout. Donc, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Vous pourrez le réécouter puis partagez-le à vos amis sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le partager sur Facebook, vous pouvez le partager sur les différentes plateformes. Donc, il va être là durant la fin de semaine. Vous avez 3 jours, parlez-en aux gens. Et la semaine prochaine, donc, si vous avez d'autres questions, vous nous les posez. Et donc, la semaine, vous posez nos questions à aqper.com. Et donc, la semaine prochaine, on y va avec un autre produit très identitaire, le Québec, terre du sucre le plus vert du monde. Donc, avec des pêcheries qui s'en viennent vraiment les plus durables et les plus soutenables au monde, on va aller sur des pêches, sur un produit très identitaire, le sucre le plus vert du monde, avec Evelyne Tifo, la spécialiste mondiale de séquestration du carbone, qui va tout vous expliquer le tout. On a également Stéphane Gay, qu'on voit dans Un chef à la cabane, un spécialiste des équipements de production, et qui va nous expliquer comment les énergies renouvelables viennent permettre d'avoir un sirop qui est carboneutre. Et on aura Serge Beaulieu, pour faire plaisir à M. Roy, Serge Beaulieu, qui est le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Sur ce, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on vous a fait passer une belle heure et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.